Et bonjour à tous, bienvenue dans Soir Info sur CNews jusqu'à 23h30. Ce soir, autour de la table pour m'accompagner, des invités de choix, des invités de marque. J'accueille Noémie Alioua, journaliste chef du service international à Factuel. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Louis Hervier-Blondel, secrétaire général du média indépendant Le Vent se lève. Bonsoir. Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir à vous. Et Amine Elbaï, juriste. Merci d'être avec nous. Ensemble, on va développer pendant une heure les dernières informations de la soirée, à commencer par ce qu'il se passe en Espagne. C'est très intéressant. La droite pourrait revenir au pouvoir. Les Espagnols étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau chef du gouvernement. À droite, le Parti populaire a dû coaliser avec Vox, le parti nationaliste, pour tenter d'écraser Pedro Sánchez, puisqu'à l'heure où je vous parle, les résultats partiels à 50% des dépouillements sont extrêmement serrés. On y reviendra dans un instant. Mais on va tout de suite commencer cette émission par ces images en direct qui nous parviennent de Madrid. Des images du siège de Pedro Sánchez à gauche, du siège d'Alberto Ferro à droite. Les résultats sont très serrés. Selon les premiers chiffres du ministère de l'Intérieur espagnol, 131 sièges pour les socialistes, 130 pour le Parti populaire à droite. La majorité absolue à 176. Le Parti populaire peut s'appuyer sur Vox, le parti nationaliste, qui pour le moment est crédité à 31 sièges. Mais à gauche, le parti socialiste peut s'appuyer sur les 30 sièges de la formation radicale de gauche. Un tour en plateau, c'est extrêmement serré ce soir. On ne s'attendait pas à ce résultat, en tous les cas à 50% des suffrages dépouillés, Philippe Guibert. Oui, on est même un petit peu plus que 50% de dépouillés. Et donc, on est dans une situation très serrée où, en plus des partis que vous avez mentionnés, les partis indépendantistes qui ont soutenu Sanchez dans la précédente législature et qui peuvent faire basculer la majorité. Et donc, on est dans une situation où tout le monde attendait une victoire assez large de la droite. Les sondages la donnaient gagnante très largement, alors que visiblement le PSOE espagnol résiste très très bien. Et puis d'autre part, Vox réalise un score qui est un petit peu moins important que ce qui était prévu là aussi par les sondages. Et donc on a eu des effets de vote utile de chaque côté, à gauche en faveur du PS espagnol qui s'appelle le PSOE et à droite en faveur du PP. Mais du coup ça donne deux coalitions possibles qui sont dans un mouchoir de poche et il faudra vraiment atteindre la fin du dépouillement pour savoir qui aura le pouvoir, qui pourra être Premier ministre, qui aura une majorité, sans exclure la possibilité qu'il n'y ait pas de majorité et qu'on soit dans une situation de blocage avec un nouveau vote dans 6 mois. Moins de 6 mois. La droite, vous l'avez dit, était annoncée gagnante par les sondages, mais les sondages ne font pas évidemment l'issue du vote. D'ailleurs, Pedro Sánchez, dès ce matin, semblait dans son discours accepter en quelque sorte la défaite de ce soir, ce qui n'est pas le cas. Écoutez ce qu'il disait ce matin, Pedro Sánchez. La seule chose que je puisse dire aujourd'hui est d'encourager la participation et la mobilisation. C'est vraiment un moment très important pour notre pays et pour notre démocratie. Je peux donc remercier tout le monde, y compris les médias, qui font en sorte que cela se produise et que notre démocratie soit inébranlable. Il a encouragé la participation, Amine Elbaï, 70% de participation. C'est peut-être ce point-là qui peut faire basculer cette élection et redonner le pouvoir à la gauche. Vous savez, je crois qu'on traverse une période encore plus grave. La participation a effectivement en Espagne été au rendez-vous. Il faudra attendre effectivement la fin de chaque dépouillement. Mais on assiste à une crise politique sans précédent en Espagne, mais aussi en Europe, où on est obligé d'attendre la fin du résultat pour savoir si oui ou non il faudra effectuer une coalition. Rien de tout cela n'était envisageable dans les sociétés démocratiques telles qu'elles ont été conçues dans l'histoire des nations d'Europe. Donc nous assistons aujourd'hui effectivement à une véritable crise politique. Mais la droite peut effectivement l'emporter. Elle peut l'emporter en Espagne si elle décide de s'allier, si elle décide l'union sacrée, l'union dans l'action. C'est peut-être aussi un message politique à envoyer à nos responsables politiques en France. Un petit rappel, 38% de participation aux législatives en France. C'est une sacrée différence. Mais la question ce soir, quel est l'enjeu de cette élection? Quel impact sur l'Union européenne et puis sur l'Espagne, Naomi?
Oui, c'est une vraie question. Alors, on verra effectivement quels seront les résultats finaux. Mais malgré tout, je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main le résultat de Vox, qui, malgré tout, est un parti jeune, qui a montré qu'il progressait de façon fulgurante et qui, aujourd'hui, pourrait faire figure de faiseur de roi dans ce jeu politique un petit peu compliqué. C'est quand même un parti véritablement d'opposition. Rappelons quelques lignes qui sont très claires, les lignes, la feuille de route de ce parti. C'est un parti qui défend une vision traditionnaliste de la famille, qui se définit comme catholique, qui est opposé à l'immigration, qui est opposé aux indépendantistes. Et donc, après 5 ans de la gauche au pouvoir, c'est un parti qui véritablement propose une rupture. Et ce parti qui pourrait peut-être en France faire penser au parti Reconquête, par exemple, eh bien, ce parti, malgré tout, aujourd'hui, il est en position d'être faiseur de roi. Donc, nous verrons encore une fois les résultats finaux, mais malgré tout, ça montre une percée, ça montre un changement, ça montre un bouleversement dans le jeu politique espagnol qui, effectivement, mérite qu'on s'y intéresse. Alors, vous parlez d'un changement, d'une recomposition politique. On est en direct avec Juan José Dorado. Vous êtes journaliste espagnol à la région. Bonjour Juan José Dorado, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes bien avec nous. Cette recomposition politique en Espagne, elle est en marche, à commencer par la dernière élection locale où Pedro Sánchez a perdu 6 de ses régions sur 10. Pourquoi la gauche se retrouve dans cet état? C'est sa désunion, sa désorganisation qui a entraîné cette recomposition politique en Espagne? Alors, la première des choses, c'est qu'il y a une recomposition, effectivement, il y a une recomposition politique lors des élections locales et régionales en Espagne, c'était le 28 mai, mais les résultats de ce soir sont en train de surprendre tout le monde parce qu'on est à 83% des scrutins, des votes qui ont été scrutés, et pour l'instant, le Parti populaire est en tête, mais avec 135 députés, mais loin des 150 qu'on lui prédisait. Et même donc, en additionnant les voix du parti Vox, ils n'arrivent pas à avoir cette majorité absolue que par contre le Parti socialiste pourrait avoir, puisque vous savez, le Parti socialiste gouvernait jusqu'à aujourd'hui avec les radicaux des Podemos, mais gouvernait aussi avec les indépendantistes de droite au Pays Basque, les indépendantistes de gauche au Pays Basque, les indépendantistes de droite et de gauche en Catalogne. Donc, cette coalition qu'en Espagne on appelle la coalition Frankenstein pourrait rééditer effectivement un nouveau gouvernement de gauche. Il faut attendre ces 15% encore qui restent à scruter, mais ce qui est vrai, c'est que même si le Parti populaire est devant et qui va gagner ces élections, peut-être qu'il n'aura pas la possibilité justement de pouvoir gouverner, parce que du côté de la gauche, la coalition de tous les partis de gauche qui soutenaient Pedro Sánchez pourrait arriver à cette majorité. Philippe Guibert avait une question à vous poser, Juan José Dorado. Oui, bonsoir monsieur. Ce que vous dites est très intéressant. Moi, ce que je lis, c'est que les indépendantistes catalans qui ont soutenu Sánchez ces dernières années ne le soutiendraient pas. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouvait dans une situation sans majorité. Est-ce que ce que je lis est juste? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement des coalitions, c'est Parti socialiste et Podemos, avec deux ministres des Podemos, et les partis indépendantistes, que ce soit catalans ou basques, soutenaient le gouvernement, mais n'étaient pas dans le gouvernement. C'est ça. C'est cette coalition, encore une fois, qu'on appelle Frankenstein du côté de l'Espagne, parce que ça réunit des nationalistes, des indépendantistes, des droites et des gauches. Cette coalition, effectivement, pourrait être rééditée. C'est ça qui est un peu très particulier dans cette élection, c'est que tous les sondages jusqu'à aujourd'hui donnaient une large victoire au Parti populaire qui, avec Vox, aurait pu atteindre cette majorité. Mais pour l'instant, les Espagnols ont décidé de resserrer quand même un tout petit peu le vote. Vous savez que le Parlement espagnol, c'était 17 formations différentes. Après cet scrutin, il va y avoir entre 10 et 12. Donc il y a des formations qui ont disparu, mais la réalité, c'est qu'on ne compte pas en parti politique, on compte en bloc. Le bloc de droite et les autres. Et c'est là où, effectivement, pour l'instant, Pedro Sánchez, même s'il a moins de députés, pourrait peut-être rééditer donc un nouveau gouvernement, des coalitions avec des appuis indépendantistes, comme il l'a fait ces 3 dernières années.
Louis-Hervier Blondel, les sondages donnaient la droite gagnante haut la main face à la gauche, face au Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE. De ce que l'on constate à l'heure où je vous parle, les derniers bulletins sont en train d'être dépouillés, ils sont toujours au coude à coude. C'est un motif d'espoir pour la gauche parce que la gauche, selon les sondages, se pensait totalement déchue. Il y a l'exercice de commentaire d'un dépouillement en cours, il est toujours un peu délicat parce qu'on peut vite dire quelque chose qui périme très vite. Mais il y a quand même déjà quelques leçons à retenir de cette soirée. C'est que, premièrement, les sondages, il faut les prendre avec des pincettes. Il y a eu une mobilisation qui a été très large, qui a été très importante partout dans le pays et notamment avec le vote par correspondance. On pensait qu'en début de matinée, c'était plutôt pour faire un vote peut-être sanction, puisqu'on allait dans le sens des sondages. Et finalement, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Deux choses. Retour ou maintien des grands partis. Finalement, Vox et Sumar, donc ce qui agrège autour de Podemos, on va dire une gauche plus radicale, reste minoritaire. Il n'y a pas ce sorpasso qui avait pu être imaginé à un moment par les leaders de ces partis. Les grands partis, donc la droite traditionnelle, on va dire, et puis la gauche qui s'affiche socialiste, restent les forces les plus importantes. Maintenant, il faut vraiment attendre la fin du dépouillement. Il manque notamment Madrid, qui peut réserver des surprises assez... qui peut réserver des surprises. On imagine que les pays européens, les dirigeants en tous les cas, regardent cette élection avec attention. Les élections européennes, c'est dans un petit peu moins d'un an maintenant. Est-ce que ce qui se passe ce soir pourrait avoir une influence sur les élections européennes, Philippe Guibert ? Oui, bien sûr. On attendait avec intérêt ces élections, justement pour voir si le mouvement qu'on a observé en Italie, qu'on a observé en Suède, qu'on observe même en Allemagne dans les élections locales qui poussent les formations de droite radicale ou d'extrême droite, est-ce que ce mouvement allait être confirmé par l'Espagne, auquel cas effectivement les élections européennes prenaient une dimension et avaient un enjeu très particulier. Là, ce qu'on constate ce soir, avec toute la prudence qu'il faut conserver, c'est qu'il n'y a pas de confirmation de ce mouvement vers la droite. Il n'y a pas une poussée à droite. Ce soir, en Espagne, il y a une droite et une gauche qui sont à peu près au même niveau, avec des partis indépendantistes en position d'arbitre. Donc, oui, les élections européennes seront un test politique majeur. On avait une Europe qui penchait nettement à droite, voire vers la droite radicale et populiste. Là, en Espagne, c'est moins net. L'union des droites voulue par Alberto Núñez Feijóo, le président du Parti populaire, ce soir, en tous les cas à l'heure où l'on se parle, n'a pas fonctionné, ne s'est pas traduite dans les urnes. Vous savez, l'union des droites a été un slogan. Il faut d'abord attendre le dépouillement. Auparavant, l'union, c'était avant les élections. Désormais, nous apercevons que l'union aura certainement lieu et probablement lieu après l'élection. Et c'est dans cette configuration qu'il sera effectivement possible de constituer une majorité de gouvernement. Noémie Alluat, vous voulez réagir ? C'est vrai que c'est un système un petit peu particulier. C'est un système qui a une vocation aussi à créer, contrairement à la France d'ailleurs, des coalitions de différents partis. Donc c'est un système qui est différent, encore une fois, à celui de la France. Non, ce que je trouve intéressant de remarquer aussi, au-delà des résultats qu'on attend, c'est peut-être le sens démocratique de Pedro Sánchez, qui, rappelons-le, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui ces élections anticipées 6 mois avant la date initialement prévue? C'est parce qu'il s'est pris une lourde défaite, un fiasco au cours des dernières élections locales du 28 mai dernier. Et donc il a convoqué... 6 régions perdues sur 10. Absolument. Donc, si vous voulez, il a pris connaissance de ces résultats démocratiques et il a décidé donc d'anticiper ces élections. On peut reconnaître là, finalement, le sens d'un homme politique qui est démocratique et qui demande au peuple espagnol une nouvelle légitimité. Et je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement avec la France, bien entendu, parce qu'on sait qu'aux dernières élections législatives, Emmanuel Macron a eu une majorité toute relative et il n'a pas eu ce sens démocratique, il n'a pas, lui, anticipé de nouvelles élections. Pedro Sánchez l'a fait. Il faut remarquer, encore une fois, ce sens démocratique qui, parfois, peut faire défaut à certains autres hommes politiques. Juan José Dorado, est-ce qu'on peut parler d'un certain courage de la part de Pedro Sánchez de se confronter aux urnes, finalement ?
Oui, il faut du courage parce que d'un côté, c'est l'Espagne qui préside l'Union européenne et c'était le risque de parasiter complètement la présidence espagnole de l'Union européenne avec ces élections, puisque depuis qu'elles ont été convoquées, depuis 2 mois, le président travaille notamment pour sa campagne électorale au détriment de l'Europe. Donc c'était un risque et c'est du courage. Mais c'est aussi du courage forcément parce qu'il aurait pu aussi être attentiste et se dire qu'il avait encore 4, 5, 6 mois pour essayer de se récupérer de cette défaite électorale de fin mai. Donc il y a eu du courage. Après, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas clairement ni pour l'un ni pour l'autre, même si c'est le Parti populaire qui va gagner les élections en termes des députés, mais le Parti socialiste ne prend pas une raclée, il va même gagner 2 députés par rapport au dernier Parlement. Ce qu'il faut par contre remarquer, c'est que Podemos, en tant que tel, a disparu, il s'est inclus dans cette nouvelle formation qui s'appelle Sumar, et que Vox, par exemple, le parti radical de droite, d'extrême droite, Vox a perdu quand même plus d'une vingtaine de députés lors de ces élections. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. En tout état de cause, l'Espagne, c'est un système électoral, vous l'avez signalé, complètement différent de celui de la France, puisque nous, c'est un seul tour et la proportionnelle, donc on ne peut pas se rattraper dans un 12e tour. Le vote des Espagnols, c'est un vote très réfléchi et ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années, c'est que le vote espagnol, des Espagnols, est un vote qui est très, très éparpillé sur beaucoup de formations politiques. Après, c'est aux politiques de faire leur boulot, c'est-à-dire d'arriver à des accords pour pouvoir garantir la gouvernabilité du pays. Selon les dernières informations qui viennent de nous parvenir, selon le ministère de l'Intérieur espagnol, effectivement, la droite prendrait la tête de ce scrutin à plus des 3/4 des suffrages exprimés. Nous sommes à 165 votes pour la droite. Dans le détail, eh bien, cela donne effectivement 132 sièges pour le Parti populaire d'Alberto Núñez Feijóo, avec le soutien évidemment de Vox, le Parti nationaliste, 33 sièges, ce qui donne un total de 165 sièges. Et à gauche, au total, 156 sièges. Donc ça se joue véritablement à une poignée de sièges. Est-ce que cela peut encore évoluer dans les prochaines minutes ? On est aux 3/4 à peu près des suffrages exprimés. Amine El Bailly, tout peut se bousculer dans les prochaines minutes ? Effectivement, tout peut changer. Je dis toujours qu'il faut être très prudent. Les soirées électorales jusqu'au dernier bulletin de vote dépouillé. En revanche, vous avez quand même, dans le cadre d'une lecture plus globale des chiffres qui vous sont présentés, vous avez quand même un parfait exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire en France. Moi, j'implore, si vous voulez, le peuple de droite à s'unir. Je crois que les électeurs de droite doivent s'unir. Et si vous voulez un exemple de ce qu'incarne la désunion, eh bien c'est ça. C'est le retour de la gauche au pouvoir. C'est le retour de la désunion au pouvoir. C'est le retour du socialisme au pouvoir. Donc moi, j'espère qu'un jour, eh bien, l'élection en Espagne serve de bonne leçon à nos responsables politiques pour enfin, non pas seulement marteler l'union des électeurs de droite, mais la produire. Alors, pour le moment, ni la gauche, ni la droite remportent l'élection, parce qu'encore une fois, c'est très serré. Vous avez ces images en direct qui nous parviennent de Madrid. Nous sommes dans le camp de droite, le Parti populaire, au siège d'Alberto Feijóo. On a vu quelques drapeaux tout à l'heure se lever. Je vais simplement vous demander, Juan José Dorado, est-ce que ces dernières heures, les sondages qui donnaient la droite amplement gagnante de cette élection, est-ce que vous avez constaté en Espagne des manifestations de la gauche, manifestant contre notamment le parti nationaliste Vox? Est-ce que vous avez senti une montée de la contestation et de la mobilisation à gauche? Il y a eu de la mobilisation à gauche. Il y a 2 raisons. La première des choses, c'est que vous voyez des élections en 23 juillet, ça tombe très mal quand la moitié du pays part en vacances. Et donc, il y a eu 2,5 millions de voix qui se sont exprimées par correspondance. Parce qu'en Espagne, le vote par procuration n'existe pas, c'est un vote par correspondance. Et donc, 2,5 millions de personnes ont voté par correspondance. Ce sont des voix qu'on est en train d'ouvrir ces soirs même et qui ont pu effectivement changer ce résultat. À 20h, quand on a eu les premiers sondages sortis des urnes,
le Parti populaire était largement vainqueur avec, pour certaines estimations, jusqu'à 150 députés. Donc c'est vrai que le Parti populaire a payé quand même la victoire du 28 mai, et je vous dis qu'il a payé la victoire du 28 mai tout simplement parce qu'il a été obligé de passer des accords avec Vox, le parti d'extrême droite, et pour un certain nombre d'Espagnols qui étaient dubitatifs sur ce type d'accord, le fait qu'ils les ont vus matérialiser dans un certain nombre de gouvernements régionaux les ont peut-être poussés effectivement à renouveler son vote au Parti socialiste. En tout état de cause, à ce moment précis, on est à 90% du vote est scruté, et c'est 136 voix pour le Parti populaire, 122 pour le Parti socialiste. Le bloc de gauche et le bloc de droite sont pratiquement au même niveau, à une dizaine de députés près, donc ça sera certainement aux nationalistes et aux indépendantistes de décider qui va gouverner. Alors, là, on a à l'écran les chiffres qui s'affichent avec des sources, l'agence France Presse évidemment, avec effectivement la droite, PP et Vox cumulés bien 165 sièges, 156 pour le PSOE et Sumar à 156 sièges. Pour le moment, c'est une légère avance pour la droite. C'est une légère avance, oui, et je pense que mon camarade sur ce plateau a commencé à parler des leçons qu'on pouvait avoir en France. Moi, je crois qu'il y a une très vieille leçon que nous rappelle le scrutin de ce soir, c'est qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, avant de l'avoir tué. C'est ça, sinon ça ne marche pas. La droite, qui était donnée quand même ultra favorable, a fait une fin de campagne complètement désastreuse, avec quand même le leader du PP qui n'est pas venu au débat de fin, pour des raisons qui semblent pour éviter d'être face à Vox. Pour éviter d'être face à Vox, mais en invoquant des raisons qui, à mon avis, n'ont pas été très crédibles. Et il me semble que c'est vraiment... Il y a une sanction de cette fin de campagne bâclée qui a permis aussi au PSOE et à Sumar de reprendre du poil de la bête. Et je crois que c'est ça aussi une des leçons, qui est une leçon de campagne électorale, de calendrier de campagne. C'est pas parce qu'on est ultra favori des sondages que tout ne peut pas s'écrouler au dernier moment, surtout dans le moment mondial de grande fluidité électorale qu'on vit, avec des électeurs qui sont de moins en moins des électeurs pas captifs, mais on va dire fidèles, et qu'on s'en réjouisse ou non, c'est une réalité qu'on retrouve un peu partout dans le monde, notamment en France. Donc dans ce contexte-là, il faut vraiment rester prudent et faire campagne jusqu'au bout. Oui, et puis, pardon de revenir à des choses beaucoup plus prosaïques, mais j'ai quand même envie de me poser la question et de vous poser la question, qu'est-ce que la gauche ? Parce que, je veux dire, c'est un gouvernement qui ne s'est pas particulièrement fait remarquer pour ses mesures et ses transformations sociales, économiques. Non, mais qui s'est beaucoup fait remarquer pour ses dérives sociétales. Ce qu'on va retenir de ce dernier gouvernement, pardon, mais c'est quand même ce qui a beaucoup fracturé l'Espagne ces derniers mois, c'est la fameuse loi sur le consentement qui rappelons-le, la loi expliquez-nous justement cette loi qui a été votée le 7 octobre, qui sur le consentement sexuel, qui a été donc déterminée plutôt par la gauche radicale et par les féministes, qui permet notamment à un individu de changer de sexe dès lors qu'il a 16 ans. Il y a eu des vices de forme, c'est-à-dire qu'en voulant protéger les femmes, on a permis à des violeurs de sortir de prison plus tôt. Donc si vous voulez, cette loi sur le consentement sexuel et sur des questions plus sociétales, elle a pris le pas sur des mesures qu'on attend normalement d'un gouvernement de gauche, c'est-à-dire des questions économiques et sociales. Philippe Guibert, vous répondez. Alors justement, c'est ce que vous dites est tout à fait juste, et c'est ce qui explique la large défaite de la gauche aux élections locales. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est pourquoi cette défaite de la gauche aux élections locales et cette victoire de la droite ne se transforme pas au moment décisif des élections législatives. Or, il me semble, parce que vous avez tout à fait raison, ça a divisé l'Espagne, ça a eu un effet repoussoir, y compris sur des électeurs de gauche, les lois dont vous avez parlé. Or, on constate dans les urnes aujourd'hui que finalement, la gauche et la droite sont à peu près au même niveau. Donc, il y a une remontée de la gauche et une droite qui est moins haute que prévu. Il me semble que la perspective de voir Vox arriver au pouvoir dans un gouvernement de coalition a pu avoir un effet de remobilisation de la gauche contre la droite. D'où cette mobilisation
supérieure à 2019. Et d'où cette remontée légère de la gauche qui fait que l'écart ce soir est très réduit. Et donc vous avez raison. Il ne faut pas masquer les choses positives du bilan. Vous avez raison, parce que les mesures sociétales de la gauche ont été mal reçues en Espagne. Son bilan économique et social était très bon, en revanche. Mais le sociétal a perdu la gauche aux élections locales. Mais à droite, il faut se demander si la droitisation extrême de Vox n'a pas aussi pénalisé la droite et le Parti populaire ce soir, parce qu'il y a visiblement des électeurs qui n'ont pas eu envie. Il ne faut pas oublier que Vox obtient 20 sièges de moins qu'en 2019. Il faut le rappeler. Ce n'est pas une réussite pour Vox ce soir. Louis Hervier Blondel. Oui, sur le sociétal, les contextes espagnols et français, je pense, sont assez différents. Donc il faut faut être très prudent dans le commentaire de ça. Après, il y a eu vraiment cette maladresse. Et là, vraiment, plus que maladresse, ça a fracturé le pays. C'est un repoussoir pour beaucoup de gens qui, je pense, seraient tentés de voter à gauche, encore une fois, parce que toujours est-il ça pourrait les protéger. Il y a un bilan, par ailleurs, économique, avec des augmentations de salaires, avec une inflation qui a été parmi les plus maîtrisées d'Europe. Il faut quand même reconnaître ça au gouvernement de coalition de gauche, qui a quand même protégé les Espagnols, protégé l'économie espagnole, a pris des mesures qui... en France, ont semblé être une évidence, mais qui ne l'étaient pas en Espagne au moment du Covid, avec l'équivalent du chômage partiel, qui était pas du tout qui en France, ça nous a semblé naturel. Ça restait sous le régime de l'exceptionnel, mais on savait que l'État serait là. En Espagne, c'était pas le cas, et ils l'ont fait. Donc, je crois qu'il faut aussi avoir tout ça en tête. C'est un bilan qui est globalement positif, au moins sur ces questions économiques. Juan José Dorado, alors que l'on voit ces images en direct qui nous parviennent de Madrid avec ces Espagnols à l'affût, attentifs aux moindres résultats. Là, on est du côté du siège à gauche, le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, avec Pedro Sanchez. Juan José Dorado, qu'est-ce que vous entendez sur le terrain ? Quel est le plus gros mécontentement de la population espagnole par rapport au travail, au gouvernement de gauche de Pedro Sanchez ? Alors, il y a deux niveaux. Vous venez de le signaler, les lois sociétales, la loi du consentement, la loi sur le LGBT, qui ont été très discutées, qui ont choqué beaucoup d'Espagnols, même à gauche, des électeurs du Parti socialiste. Il y a eu aussi la réforme du code pénal pour réduire les peines des indépendantistes, le fait que le président ait gracié les indépendantistes qui avaient été aussi condamnés par le tribunal suprême espagnol, ça c'est des décisions politiques qui pour beaucoup d'Espagnols étaient le prix à payer pour se maintenir au gouvernement. Et ça pour beaucoup d'Espagnols, le fait de céder devant les indépendantistes catalans et basques, ça a du mal à passer. Et donc ça c'est les critiques qui ont été payées dans les urnes le 28 mai par les gouvernements espagnols. C'est vrai que pour cette élection, ça. Et pourquoi ça ne s'est pas transformé Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, pour cette élection, le fait que le parti Vox et le Parti populaire aient signé des accords de gouvernement dans un certain nombre des régions a servi aussi des repoussoirs pour ceux qui étaient hésitants et qui, même s'ils étaient prêts à voter Parti populaire, peut-être qu'ils se sont dit effectivement qu'ils allaient renouveler son vote au Parti socialiste. Maintenant, de toute façon, aux politiques de faire leur travail parce qu'il va falloir trouver un gouvernement. Je rappelle tout simplement qu'en 2018, il a fallu quand même, en 2016, il a fallu quand même aller 2 fois aux urnes parce qu'on n'avait pas trouvé des candidats pour former un gouvernement en Espagne. Donc, les prochaines heures vont être importantes pour savoir qui est capable d'établir une coalition majoritaire. Pour l'instant, vu le résultat, ça sera plutôt le Parti socialiste qui serait en mesure, pour quelques voix, de trouver cette coalition pour l'investiture de Pedro Sánchez, mais il reste encore 8% à scruter. On est à 92%, le dernier chiffre qui vient de tomber, et donc à 92%, le Parti socialiste serait en mesure de rééditer la coalition Frankenstein qui gouvernait jusqu'aujourd'hui. Alors, ce sont vos chiffres. Vous êtes sûrement en avance. C'est peut-être le décalage horaire, on va dire ça comme ça. Vous êtes en avance sur les chiffres, mais on ne manquera pas d'actualiser nos chiffres au fur et à mesure qui nous parviendront. En quelques mots, Philippe Guibert, vous vouliez répondre ? Non,
la coalition de droite, à mon avis, qui n'était pas une coalition, puisqu'on est dans un système proportionnel, donc il n'y a pas besoin de faire une alliance avant l'élection. L'alliance, elle se fait après l'élection, c'est le système de la proportionnelle qui le veut. Mais elle a été pénalisée, à mon avis, aussi par Vox. Et par l'échec de Vox. Ce soir, il y a un échec de Vox. Deuxième remarque qui est plus générale, c'est l'échec des sondages d'intention de vote dans à peu près tous les pays européens. Souvenons-nous qu'à la présidentielle, au premier tour, on avait Macron à 4 points dessus des sondages. Je vais devoir vous couper, malheureusement. Pourtant, c'était essentiel ce que je disais. Mais ça va être aussi essentiel ce qui va se passer dans un instant, parce qu'on va retrouver Isabelle Piboulot. Il est 23h pile, c'est son rappel info. Après, on revient sur cette situation en Espagne. On va suivre ce scrutin. On va parler un petit peu, effectivement. On va continuer avec mes invités Soir Info. Je remercie Juan José Dorado, ce journaliste espagnol, la région qui nous a éclairé sur ce qui se passe en ce moment à Madrid, avec ces images en direct devant le siège du parti de droite et ce coude à coude insoutenable entre effectivement le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, et le Parti populaire. Ce soir,